Dans ce dernier volet, nous verrons enfin comment chacun procède pour affronter ou vivre au mieux cette période, souvent mouvementée. Bienvenue dans Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast de Sophie Contaxis. Pour éviter le conflit. C'est vrai que de temps en temps, j'ai envie de lui mettre des claques. Ça, c'est sûr. Parfois, il est vraiment pénible, quoi. Et on sait que ça sert à rien, de toute façon. Moi, ce qui fonctionne, c'est de rien faire. C'est que même si je suis énervée, même si je lui en veux, c'est surtout pas de réagir à chaud. Peut-être de partir et me calmer 5-10 minutes. Si je réagis à chaud, c'est l'enfer. Et ça monte. Et elle va très très loin. Et après, on a envie de se tirer les cheveux. Enfin, je le sais. Je vais déjà tirer un petit peu les cheveux. C'est horrible. Éviter le conflit, peut-être pas, parce que je me souviens quand même de moments où ça pouvait être assez chaud. Mais en tout cas, pour que ça ne dure pas, pour qu'il n'y ait pas de rancune, pour qu'il n'y ait pas d'humiliation. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on peut vite humilier. Et quand ça fait trop mal, il ne nous reste plus que la violence, quoi. La violence est le dernier refuge de l'incompétent. Et quand on n'est plus capable, ça peut arriver à ça. Et donc, j'essayais vraiment de calmer tout ce qui pouvait bouillir en moi. Pour moi, franchement, les solutions, c'est le temps qui les a apportées. Il faut que jeunesse se passe, il faut que l'adolescence se passe. Je n'ai trouvé aucune solution sur le moment, en tout cas solution pour que le comportement soit différent. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur moi, pas sur lui. J'ai fait un travail sur moi et uniquement. Je peux, pour me calmer, souvent ce que je peux faire, c'est sortir et marcher. Avec Anouk, j'ai pas de solution. J'y arrive pas. J'essaie de plus parler avec elle, mais il y a une incompréhension totale. J'y arrive pas pour l'instant. Après la crise, même le lendemain, je vais discuter avec elle. Voilà, c'est ce que je vais faire. C'est ma solution pour l'instant. Mais j'ai pas l'impression que ça donne grand-chose. Autant être cool parce que de toute façon, à quoi ça sert de crier à la maison ? Il y a un truc qui fonctionne bien, c'est le chantage affectif. C'est-à-dire, t'es monté trop haut, j'ai plus envie de te parler. Donc en fait, fais ce que tu veux. Ce que je fais, c'est que je prépare à manger, et je lui pose son assiette, parce que je suis sa maman, je lui pose son assiette, je dis à quel moment tu veux manger, parce que moi j'ai pas envie de manger avec toi. Tu veux manger maintenant ou plus tard ? Parce que moi je mange quand t'es pas là, parce que j'ai pas envie de te voir. Et ça en fait, ça les touche beaucoup. Ou alors, ce soir je mange pas. Et je vais m'enfermer dans ma chambre jusqu'au lendemain matin. Et je mange vraiment pas, quoi. Mais je claque pas la porte. Il n'y a pas de violence, je rentre dans ma chambre et en fait, je lui montre que je vais pas manger parce que j'ai pas envie de le voir. Ensuite, la chose pour éviter un peu les conflits, c'est de borner. Je me fais systématiquement avoir. Il faut tout borner, en fait. Donner toutes les consignes. Est-ce que j'ai borné les choses ? Peut-être qu'inconsciemment, j'ai borné, tu vois. Parce que je pense que je peux être comme ça. Des fois, mais je me dis, si tu vis tout, là, à 16 ans après, c'est quoi le truc ? Et ça me dit l'autre fois, Maëlle, elle voudrait qu'on aille dans un bar le soir voir un match de foot. Je vais, déjà, ce sera non. Parce que vous êtes mineur et voilà, je après, c'est quoi tu vois, la prochaine étape, c'est quoi ? La boîte de nuit, là, à 15 ans et demi. On a toujours mis des limites, je veux dire. On expliquait toujours, là, il y a des choses à pas dépasser parce que, pour pas déranger les autres. Et si on donnait une limite, on s'y tenait. Parfois, ils font la tête, elle fait la tête, tu vois, ça nous est arrivé. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont habitués ou si ça les rassure aussi d'être dans leur cadre. Satya, il a besoin d'être très, très rassuré, tu vois. Quand on leur dit stop, ou vous posez votre portable à 9h30 le soir, ou on donne un horaire, ils le respectent. Ils font. Et ils savent qu'après, ils ont la liberté qui va avec. Tu vois, par exemple, nous, sur le portable, pour donner juste un exemple, on n'a pas mis de contrôle parental. Il n'y a pas de contrôle d'horaire. Je veux dire, le portable, il s'éteint pas tout seul, je sais pas quoi. Et on leur a dit, on vous fait confiance. Alors, des fois, je dis, il est vraiment éteint. Attends, 5 minutes, voilà. Bon. Mais là, je dis trop rien, tu vois. Je leur dis, les enfants, vous venez mettre la table, ils viennent mettre la table. Ou ils me disent, attends, maman, je finis un truc et j'attends les 2 minutes. Après, ça m'est déjà arrivé de péter un câble, parce que des fois, je suis pas très patiente, mais je dis, si je t'ai dit 3 fois, au bout d'un moment, tu viens. Enfin, voilà. Mais j'ai pas de truc à rallonge.
Mais parce que je pense qu'on a toujours été juste dans ce qu'on leur demandait, tu vois, sans trop leur en demander. Je lui donne 100 € par mois et je lui dis tu gères ton budget. Quand il n'y a plus, bah, c'est ton problème. Mais par contre, quand il me rapporte des bonnes notes, je lui dis à partir de 15, t'as 15 €. 16, 16 €. 17, 17 €. 20, 20 €. 14,5, t'as rien. Eh ben, alors lui, il déteste l'école, hein. Mais vraiment, il perd son temps avec l'école. Pour lui, c'est un vrai supplice, quoi. C'est un cauchemar pour lui. Donc, il fait un bac pro commerce, parce c'est un bon commerçant, par contre. Et donc, ça fait que ça peut lui faire de l'argent en plus qui me ramène des bonnes notes. Là, il est en première. Justement, à 13 ans, il avait une petite amie de Normandie. Même souvent, le week-end, il allait chez elle, dans un petit village. Et quand je disais, bon, si tu ne fais pas ci et ça, tu sors pas ce week-end, et que, en fait, il était prévu qu'il aille dans la famille de cette petite amie, je faisais mine d'avoir oublié, parce que j'étais pas mécontente qu'il s'en aille le week-end et que je ne m'occupe pas des devoirs encore le week-end, et que je laissais ça un peu à la famille là-bas. Oui, bien sûr, puis c'était une bonne élève, sa copine, donc je me disais, il fera ses devoirs là-bas, ou pas. Mais combien de fois j'ai lâché l'affaire en disant, dans la mesure où on a vraiment une bonne entente pour tout le reste, le scolaire, ma foi, je vais pas en plus être dessus. J'avais honte, mais je laissais couler. Et après, ça me revenait en pleine figure quand je voyais des avertissements travail, avertissements conduite parce qu'il s'endormait en classe. Finalement, là, maintenant, tout va bien. Il va dans cette école de design. Donc. Peut-être quelque chose quand même dans notre façon de fonctionner avec lui qui peut-être a contribué, côté très posé et finalement très détendu de nos relations au quotidien, ce serait que avec Fabien, donc son papa, je dirais qu'on a quand même toujours fait en sorte de le laisser exprimer ce qu'il ressentait vraiment et d'essayer de juste accueillir pleinement ce qu'il ressent sans essayer nous de le raisonner, de nous justifier, de le convaincre, enfin voilà, d'essayer d'être centré sur lui. On a essayé en tout cas. On est loin d'y arriver toujours, de juste laisser l'autre s'exprimer, dire ce qui se passe vraiment lui, dire sa colère ou sa tristesse sans qu'on essaye de rassurer, de minimiser, de consoler, mais voilà, juste laisser l'autre se dire. Voilà, quand les émotions et le ressenti peut circuler pleinement, sans limite quoi. Et puis après on peut discuter. Et ben je trouve que ça aide à la relation avec les enfants et avec Simon notamment. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de moments où ça a pu se faire. Ça a désamorcé des conflits ou des tensions qui auraient pu avoir lieu. Il y a eu des moments où tout le sol se dérobait sous mes pieds, mais en fait, je trouve qu'il a bien géré lui-même. Il s'est bien connu, mais que c'est important que si on consomme, qu'on se connaisse et qu'on apprenne à se connaître. Où est-ce qu'on a du plaisir, à quel moment on n'en a plus, quand est-ce qu'on se met en danger. Et lui, il sait très bien qu'il a aucune envie de tester la MDMA et les choses comme ça. Peut-être qu'il le testera un jour, mais tant qu'il était plus jeune en festival, etc., il m'assurait, mais non, mais moi ça me fait peur. Et je sais, comme il me l'a dit, que c'était vrai, parce qu'il ne me cachait rien sur le cannabis. Je savais que ça, c'était vrai, qu'il n'y touchait pas. Mais alors, ce qu'il m'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a eu des périodes où il fumait beaucoup, c'est-à-dire tous les jours. Et il dit non mais moi je n'y vois aucun plaisir en fait. Je n'aime pas du tout ça parce que ça isole et que on n'a plus envie de faire des choses. Il a appris à se connaître et que l'adolescence les bêtises ont commencé tôt chez lui, mais elles se sont régulées tôt aussi. Aujourd'hui, ce qu'il sait, il le sait plus par expérience et en ayant fait des erreurs. Soit c'est pas ma façon, moi, d'apprendre. Moi, j'ai toujours besoin d'un mentor, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprend. J'ai horreur que ce soit la vie qui m'apprenne des choses, parce que c'est beaucoup plus douloureux. Bon, il est différent. Hein. Ça ne me gêne pas. C'est assez intéressant, parce que c'est peut-être celui qui nous reproche le moins de choses. Il a toujours tendance à dire que, bah oui, il a eu une éducation bien cadrée, mais qu'il ne le regrette pas. Même si il a toujours voulu aller hors cadre, mais il regrette pas du tout. C'est pour ça, quand je dis je suis sorti de l'adolescence, c'est ce bon côté-là. Pendant l'adolescence, on se remet tout le temps en cause, on doute, et après l'adolescence, on a des surprises. Franchement, je pensais pas que ce serait lui qui nous dirait « Ben non, je suis content d'avoir eu une éducation comme ça, avec des valeurs. »
Moi, j'ai adopté un chien parce que toute cette hostilité, je trouvais ça déjà injuste parce que mince, je me tape le boulot, je ramène la paye, je me donne à manger à tout le monde. Enfin bon, tu vois. Et c'est vrai que des fois, j'arrivais le soir, tout le monde était dans la chambre. Je les voyais, elles venaient manger, elles repartaient, et il y avait même pas un truc gentil. Donc moi, j'avais quand même un gros manque affectif, je l'avoue. Bon, ça peut paraître complètement stupide, mais j'assume. Donc, voilà, j'ai adopté un chien parce que j'avais envie qu'il y ait quelqu'un à la maison qui soit content de me voir quand je rentre, tout simplement. Ce chien, je suis obligée d'aller le promener, ce que je faisais pas auparavant. Donc, je vais me promener en forêt. Et ça, je pense que ça me fait beaucoup de bien parce que du coup, je me relaxe, j'ai un peu d'exercice physique. D'entendre des petits oiseaux, tout ça. Enfin, voilà, c'est... Donc moi, je pense que je vais mieux, du coup. Je pense que cette bestiole a fait aussi beaucoup de bien à la dernière, qui avait quand même des tendances un peu autistes. Ça permet de garder un truc hyper charnel et câlin possible, alors qu'ils sont ados et qu'ils vont pas se mettre sur tes genoux pour que tu leur fasses des bisous, quoi. Mais ils peuvent faire des bisous au chien et le caresser d'une façon avec qui tu fais ça en fait quand t'as 15 ans et que peut-être t'es un amoureux, mais voilà, c'est pas non plus. Et ça fait une espèce de matelas ou de continuité avec l'enfance qui doit être rassurante, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une solution Est-ce qu'il y a vraiment une règle à suivre pour pouvoir éduquer ou pouvoir donner c'est ça, je me dis, même en prenant le livre je sais pas, c'est chacun on pense tous bien faire, de toute façon, on est tous en tant que parents, on n'est pas parfait, voilà, la solution elle est pas toute faite et toute prête, quoi. J'aurais voulu qu'on me dise ton enfant c'est pas toi, déjà. Je l'ai réalisé toute seule et peut-être tardivement. J'aurais bien voulu qu'on me dise de pas m'énerver, en fait, de tout laisser couler, effectivement, parce que c'est pas grave. Et au lieu d'aller dans le conflit et qu'elle s'en aille et qu'on se morde les ongles et les peaux à sang pendant 1 heure, j'avais pas crié à ce moment-là. Parce que pareil, il y avait rien de grave. Elle a pas tué quelqu'un, tu vois. Enfin, parce qu'elle fait rien, en fait. Elle s'oppose à nous parce qu'il faut bien qu'elle le fasse. C'est normal. Donc on devrait tout prendre avec bienveillance, je pense. Si on me disait ça, avant, ce serait pas mal. J'aurais eu surtout des choses que j'aurais aimé qu'on ne me dise pas. Comme tu sais pas y faire, il faut limiter le temps sur écran. J'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu des choses même si elles étaient vraies, que j'arrivais pas à faire, en fait. Ce qu'on me dit, en tout cas, souvent, je le ressens comme un échec, en fait, de ma part. Alors peut-être qu'on me dise des choses plus encourageantes, oui. Les ennuis que j'ai eus avec l'adolescence de Zora, c'est surtout les regards extérieurs. J'étais trop cool avec ma fille, tu vois. Ou j'avais ça, ou j'avais des gens qui me disaient « Non, t'es trop dur avec ta fille ». J'avais les deux, alors comme ça... J'ai aucune ressource, je me suis renseigné sur rien, je lis aucun blog, j'ai rien lu sur la pédopsychiatrie, je sais pas comment t'appelles ça. De manière générale, quand il y a des situations difficiles dans la vie, je ne vais plus dormir. Enfin, j'avais empêché de dormir, je vais ressasser le truc et tout. Je trouve que de faire 3-4 recherches, que ce soit sur Internet, dans un livre ou un truc, je trouve quand même que... t'apprends quand même un peu. Quand il y a un tel ou tel problème, d'avoir 2-3 personnes qui ont analysé, qui te disent, souvent d'ailleurs pour te dire, c'est normal. Je sais pas si je lirais tout un bouquin sur l'adolescence, ça me gonfle, mais quand parfois j'ai l'impression d'être un peu bloquée, d'avoir quelques petits conseils un peu, je trouve que ça aide. C'est mes lectures. Enfin, il y a longtemps, j'ai lu un peu Dolto, Piaget. Donc des connaissances générales comme ça. Mais j'ai pas cherché spécifiquement une documentation pour résoudre un problème ou pour savoir comment je me comporte avec eux. C'est venu comme ça. Là, quand il est adolescent, si je veux qu'il grandisse, il faut que je le traite comme un grand, quoi. Alors moi, c'est les livres de Faber et Maslich. Vraiment, 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 ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère est psychanalyste, mais en fait, les cordonniers sont les plus mal chaussés, vraiment. Et elle m'a aidée un peu parfois quand elle a fait ses toutes petites crises quand elle était bébé, mais pour l'adolescence, non. Puis ma mère est trop impliquée pour l'aider. Mes amis. C'est vrai que d'en parler souvent, ça dédramatise, on en rigole. Et en prenant un tout petit peu de recul, en faisant un pas de côté, on se dit
Il n'y a rien de grave. Moi, j'en parle beaucoup autour de moi, à mes proches, aux gens où je me sens à l'aise. Mes parents. Donc j'en parle aussi aux collègues. Non, mais c'est bien d'en parler, ça peut solutionner la chose et avancer surtout. Je me recroqueville sur moi-même et je pleure. Non, je pleure beaucoup. Tu vois, j'ai une capacité à oublier les choses, je pense que c'est pour m'aider. Énorme. Il y a un truc qui m'arrive, c'est dur, je pleure, ça va être 2 semaines difficiles, puis après je vais oublier. Je prends énormément sur moi, je parle peu. Enfin, je ne parle pas de mes problèmes. Et mais c'est stupide. Alors, sauf quand c'est trop dur. Quand c'est trop, j'arrive maintenant, je commence à arriver à discuter avec une amie. Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'il y a une ressource que j'ai pas bien utilisée. C'est que je voulais m'en sortir seul. Et donc, j'ai souvent caché les choses à Isabelle. Et le problème quand on cache quelque chose, c'est que on le découvre toujours. J'ai souvent caché des mauvais comportements de Thibaut pour la protéger, parce que je pensais que ce serait plus dur pour elle que pour moi. Peut-être l'orgueil masculin, je sais pas. Et le problème quand elle l'apprenait, c'est que j'avais plus un problème, j'en avais 2. L'hypnothérapie, la psy à un moment donné, c'est plus les gens qui me parlent, et après je processe. C'est-à-dire que j'entends, ou je veux pas entendre, mais au fond de moi ça reste, et j'y repense, mais là, c'est bien pointé, tu vois. C'est ça, il m'a fallu apprivoiser cette plus grande distance, ce côté plus secret de mon fils. Ouais, quelque chose qui était moins vivant, quoi, dans la maison. Mes ressources à moi pour accueillir ça, pour traverser ça, ça a été notamment à un moment donné de méditer quotidiennement. Ce que j'observe, c'est que dans les périodes où je médite quotidiennement, je suis infiniment plus reliée à la saveur de chaque instant, tout au long de la journée qui s'écoule ensuite. Enfin, c'est une façon pour moi d'être plus vivante, tout simplement, de me sentir reliée à la vie. La religion, tout le travail sur soi, c'est lié à la religion, la prière, tout ça, ça aide énormément. Il y a des citations qui servent de mantra. Je fais tremper mes doigts de pied dans une bassine. C'est-à-dire qu'en fait, je trempe, je mets du sel, je trempe. Et là, quand il voit la bassine, c'est OK. Demi-tour. Je vais à la cuisine, ouvrir la fenêtre et fumer une cigarette. Ouais, je fume. J'avais arrêté de fumer, hein, mais j'ai repris. Je sais pas, je respire. Je blinde, je respire. Je vais toute seule à une terrasse en regardant les jambes en verre et en pensant, enfin en digérant des choses ou en réfléchissant. Et après, sinon, c'est de savoir aussi que derrière un conflit ou une période ou quelque chose qui m'agace, encore une fois, il y a plein de choses que je trouve belles, émouvantes. J'adore voir mes enfants grandir. J'adore voir que mes filles deviennent si belles. Sortent avec des amis, ont des coups de cœur, me font rire parce que je les trouve ridicules sur certaines choses. Moi, ça m'apaise. Et je vois aussi tout ce qui est chouette dans tout ça. Donc du coup, ça m'apaise sur le reste. Aussi, être dans l'écriture de la gratitude, c'est d'écrire chaque soir au moins 3 choses qui ont été vraiment bonnes et douces à vivre. Donc ça peut être des choses extrêmement anecdotiques, hein. Ça peut être le sourire de telle personne au moment où j'ai acheté du pain, ou ça peut être, bon bref, voilà. Et juste d'écrire chaque soir entre 3 et 10 choses qu'on a adorées, qu'on a aimées dans la journée, et bien ça aussi, ça me relie vraiment à la vie. Et ça semble n'avoir pas grand-chose à voir avec l'adolescence de mon fils aîné. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment lié. Ces pratiques-là, personnelles, elles m'ont aidé à remettre de la présence par moi-même, quoi. De la mettre, moi, cette présence et cette saveur, là où j'avais le sentiment qu'elle y était moins par la relation entre mes enfants, par exemple. J'ai des activités, je dirais, créatrices. Je mets beaucoup mes mains dans la terre, que ce soit pour jardiner ou modeler de la terre, de l'argile. Je fais de la mosaïque. Je fais du conte. J'ai besoin de m'exprimer, d'exprimer tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité par les mains, la parole, le corps. J'ai besoin de tout ça. Avant, je faisais beaucoup de qigong, mais avec le confinement,
tout ça, ça s'est arrêté, mais je crois que j'en aurais bien besoin à nouveau. J'ai besoin de tout ça parce qu'en fait, j'accumule des tensions. Et quand je fais pas toutes ces activités, je vois bien, j'ai mal partout. Je me détraque. Qu'est-ce que ça a changé ? Je pense que ça m'a rapproché de ces ados, qui est une tranche d'âge qu'a priori je connais pas plus que ça. Mais l'entrée dans l'adolescence de Zo, je pense que ça m'a familiarisé avec ce no man's land où la tolérance est de rigueur en fait. Tu dois te décaler. Je pense que ça m'a accompagné dans l'entrée dans l'éducation nationale. C'est super nombriliste ce que je te raconte. On élève nos enfants, mais ils nous élèvent aussi. Enfin, c'est peut-être pas élevé, mais en tout cas, ils nous changent. Je ne suis pas le père que je pensais que j'allais être. Je pense avoir acquis l'acceptation de ne pas tout contrôler, d'accepter qu'ils soient différents. Alors ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, je veux pas que mes enfants soient des clones de moi. Mais dans la réalité, c'est un peu ce qu'on fait quand même. On leur inculque nos goûts, etc. Et mes enfants n'ont absolument pas les mêmes goûts que moi. On vote pas les mêmes personnes. Aux élections présidentielles, il y avait 4 votants dans la famille, il y avait 4 votes différents. Et ça me plaît assez. Même si je suis pas d'accord avec certains votes qu'ils ont pu avoir, mais au moins c'est leur vote, c'est pas le vote de papa. Je leur dis parce que ils pourraient avoir peur que j'ai des regrets et tout, mais j'ai pas de regrets. Je pense que le plus beau compliment, c'est Candice qui me l'a fait. Un jour, elle m'a dit merci de nous avoir permis d'être nous-mêmes. Et effectivement, à un moment, il a fallu que j'accepte que peut-être je n'aimerais pas le cinéma des années 80 ou même avant, qui n'aimerait peut-être pas lire, etc., etc. Là, j'ai beaucoup appris là-dessus. Est-ce que c'est de la tolérance ? Je sais pas, c'est peut-être plus du respect de leur personne humaine, le respect de leur identité. Il m'a obligée à accepter qu'il avait sa propre vie et ses propres choix. Pas forcément les bons, hein. Mais il a déplacé des limites et c'est pas fait dans la négociation, dans la douceur. C'était, voilà, c'est comme ça. Ça m'a beaucoup ébranlée en tant que maman. En tant que mère, j'avais plus l'ascendant. À partir du moment, notamment, où il s'est dissocié comme ça de moi, où il a fait des pas de côté, où il a menti, je l'ai vu comme un petit homme, de plus en plus. Et de plus en plus, le jeune homme est l'homme de la maison. Ça me perturbait un peu. Mais c'est vrai, alors je sais pas si c'est très, très avouable, mais que ça a peut-être joué sur mon rapport à ma féminité aussi. C'est-à-dire le fait que pendant longtemps, j'ai pas connu d'homme, j'étais juste la maman, j'étais vraiment seule et isolée. J'avais pas envie qu'il devienne adulte et qu'il continue sa vie d'adulte en ayant une mère qui n'est pas connue, depuis son père, avoir une vie de femme. Je sais pas si c'est très défini et très marqué comme ça, mais c'est peut-être un sentiment diffus. Quelque chose où, oui, j'aime bien l'idée qu'il me voit aussi, qu'il sache que sa mère a une vie de femme. C'est par elle que je me suis ouverte à des interrogations et tout un langage d'ailleurs de définition autour du genre. Et c'est par son intermédiaire que je me suis rendu compte de façon d'être chez moi quand j'étais en couple, et jeune, qui me paraissait aller de soi, alors que pas du tout. Ça me fait changer et je veux changer en fait. J'essaye de trouver de la légèreté en moi. Parce que ma période d'adolescence, c'était pas simple avec mon père, l'alcoolisme, le machin. Du coup, je pense qu'avec mon frère, on s'est aussi vachement interdit, parce qu'on a beaucoup protégé le fait de faire venir personne chez nous aussi. On pouvait pas, t'as pas envie de montrer ton père soit vachi dans le canapé. Tu vois. Et donc, je me dis, en fait, c'est peut-être mes enfants qui vont m'aider à m'ouvrir... à me détendre aussi sur certains trucs. L'idée que si c'était à faire, je suis pas sûr j'aurais des enfants. Si je revenais 20 ans en arrière, en sachant que j'ai eu des enfants, là, cette fois-ci, je me dirais, non, cette fois-ci, je vais pas en avoir. Pourquoi ? Parce que j'en ai eu. Donc j'ai expérimenté ça. Mais je sais très bien que si je n'avais pas eu d'enfants, là, maintenant, je me dirais, ça aurait été chouette d'avoir des enfants.
Les deux sont vrais. La famille, c'est à la fois une aliénation, mais en même temps, tu as davantage un but dans ta vie. Qu'on m'enlève tout ce bullshit. Les enfants, c'est formidable, la prunelle de mes yeux. Non, faut arrêter avec ça. Des enfants, c'est à la fois une énergie énorme, à la fois sur tout ce que tu vas vivre, tous les petits soucis et les gros soucis, mais en même temps, c'est quelque chose d'exaltant, en fait. C'est comme la passion. Tu peux vivre sans passion, sans aimer personne. Ok, au moins ton palpitant, il va pas s'accélérer, hein, Et si tu vis des passions, enfin, si tu vis passionnément, alors là, tu vas avoir des hauts, des bas, etc. C'est autre chose. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Une chose est sûre, c'est que maintenant que je les ai, tu me les retirerais pas. Même si j'aimerais avoir un peu plus de reconnaissance de leur part. De voir que mon fils se mettait à être habité par autre chose, par des préoccupations peut-être plus intérieures, plus secrètes, passer plus de temps seul dans sa chambre, ça m'a relié à beaucoup de tristesse sur le coup. C'était vraiment comme un deuil pour moi. Ça m'a habité de beaucoup de mélancolie. Et donc je pense que ça m'a teinté aussi, moi, ça a fait partir une forme d'insouciance aussi en moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment contacté aussi à cette époque-là, donc c'était il y a 2 ans, une bien plus grande conscience du temps qui passe, de ma finitude en fait, d'une certaine manière. Et je me dis que petit à petit, elle aura vraiment plus besoin de nous. Et que c'est très bien en fait, parce que grâce à l'adolescence, grâce au fait qu'elle ait été un peu désagréable, on dirait que c'est pas plus mal qu'elle vive plus avec nous. On sera bien aussi en couple. Enfin, c'est un processus naturel. J'ai l'impression qu'elle grandit. Nous aussi, ça nous aide à nous détacher. Plus elle est désagréable, plus on se détache. Elle le fait peut-être pour nous. Peut-être qu'elle nous prépare, tu vois, à sa vie d'adulte, au fait qu'il faut vivre sans elle aussi un jour. C'est ça, hein. Elle va vivre sans nous, mais nous aussi, on doit vivre sans elle. C'est pas évident. Donc plus elle sera désagréable, et plus ce sera facile pour nous. Alors c'est désagréable à vivre, mais après on va trouver un équilibre qui sera agréable, je pense. Et j'espère qu'on a des choses à se dire plus tard. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. J'espère que plus tard, on aura envie de se voir pour se parler, tu vois, pour se raconter des choses. Après, paradoxalement, l'adolescence, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Et en même temps, ça m'en libère aussi beaucoup, donc ça a rechangé aussi d'autres choses. Tout en s'occupant beaucoup de nos enfants, parce qu'ils prennent beaucoup de place à l'adolescence, et dans notre tête, ils nous occupent beaucoup. On pense beaucoup à eux, à comment faire, à comment bien faire, à qu'est-ce qu'on a mal fait, à comment faire que ça aille bien pour eux. Mais en même temps, physiquement, on a aussi un espace qui se libère progressivement de plus en plus aussi. Moi, je peux sortir jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, rentrer. Enfin, je le faisais déjà avant, mais là, dans quelque chose qui est très souple, je peux appeler, de dire, finalement, là, je rentrerai un peu plus tard. Il y a aussi des choses qui, dans ça, sont assez agréables. Moi, je dirais aux parents qu'il faut surtout pas abandonner. Il faut surtout pas lâcher, c'est très important. Et surtout, il y a des périodes où il faut pas lâcher vraiment, parce que c'est là où tout peut dévier. Et je dirais que c'est très difficile de ne pas lâcher, très difficile. Faut être fort. Pas lâcher, c'est ne pas les abandonner, pas leur tourner le dos surtout. Pas lâcher, c'est leur dire qu'on est là et que, je veux dire, malgré leur comportement, je dirais que c'est une période où ils se contrôlent pas et que c'est peut-être, au fond, c'est peut-être pas de leur faute. C'est aussi leur corps qui se métamorphose et qui s'affirme aussi. Il faut les laisser un peu, ce changement, en fait, pour qu'ils s'épanouissent. Faut pas lâcher, mais il faut pas lâcher autant les règles que l'amour. Enfin, faut pas lâcher. Et difficile, c'est de trouver la bonne distance. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis persuadée qu'il va commencer à te demander beaucoup de choses, des libertés, de responsabilités. Et il faut surtout pas tout lâcher d'un coup. Moi, je crois que vraiment, cette espèce de besoin qu'il sent encore que t'es là, que tu l'accompagnes, que t'es là pour lui, mais être là pour lui, c'est pas uniquement l'écouter, c'est aussi être là pour lui pour dire ça, c'est non, c'est pas bien, c'était trop jeune, ou da. Et je trouve que je pense vraiment que ça les rassure. Et même s'ils sont pas contents sur le moment et tout, je pense que c'est vraiment, donc moi, je dirais, c'est important, faut pas les lâcher, même si ils sont pas si grands, ils sont encore petits, quoi. Et parfois, t'as l'impression, ton enfant, hop là, il va devenir, il ressemble à un adulte et tout, et que c'est important, même si ton rôle, c'est peut-être d'être la rabat-joie, ou le rabat-joie, c'est ton rôle, quand même. Et moi, j'y crois. Et je te laisserai pas faire n'importe quoi. Après, d'essayer d'adapter, quoi. Je trouve, de toute façon, c'est la clé de toute l'éducation, c'est que, en fait, il faut y réfléchir.
Il faut vraiment analyser, revenir en arrière, adapter, ajuster, avancer avec eux, quoi. Hein. Je pense que c'est un vrai travail d'avoir des enfants. Au sens, psychologiquement, il faut se poser beaucoup de questions. Et que finalement, si déjà tu te poses des questions, c'est que tu as déjà un peu réussi. C'est peut-être de réfléchir sur soi. Pourquoi quelque chose me blesse? À quoi je tiens? Qu'est-ce qui est vraiment important? De faire le tri en nous. Et de hiérarchiser ces critères. Parce qu'on ne va pas pouvoir s'opposer à tout. Démerdez-vous. Ah non, mais j'ai pas de message. Si, j'ai un message. Tapez pas vos gosses. Ça sert à rien. Si la violence servait à quelque chose dans l'éducation, je serais le premier à taper sur mes gosses, sur ma femme, sur mon chat, sur tout le monde. Ça ne sert à rien. C'est plutôt destructeur. Donc, essaye de faire autrement. Il ne faut pas culpabiliser. On a le droit de se tromper comme parents. Ça, c'est important, à mon avis, parce que si on culpabilise, on s'en sort plus, on s'enfonce. Voilà. On a le droit de se tromper. Et puis, il n'y a pas de règle, c'est des cas. C'est de considérer les enfants comme des cas particuliers. Il y a des règles générales, bien sûr, pas de violence, pas d'humiliation, leur garder un minimum d'indépendance. Même à l'âge de 13 ans, il faut leur laisser leur espace de liberté et d'indépendance. Il ne faut pas être non plus trop strict, trop contraignant, et puis les laisser vivre leur vie. Dans l'affrontement avec les parents, ils se construisent aussi. Maintenant, il faut que ça reste dans des limites, du respect, de la politesse, de la correction, etc. Et que chacun ait sa place, quoi. Que l'ado considère le parent comme parent, et que le parent reste à sa place comme parent. On ne va pas leur faire leur vie à leur place. Donc, pour éviter la culpabilité, essayer de ne pas trop aussi être là-dessus. Laisser les choses se faire, voilà. En fait, il faut vraiment apprendre à prendre de moins en moins de place dans sa vie. Bon, en même temps, dès qu'ils ont faim ou dès qu'ils ont besoin de sous, ils sont là. Ils sont pas du tout indépendants. Hein. Surtout quand on est mère, quand on devient mère surtout. Ne pas oublier qu'on est une femme, qu'on est femme. Ne pas mettre tout dans la maternité, surtout dans les 10-12 premières années où on s'en occupe quand même beaucoup. Ne pas s'oublier soi-même. Ils ne nous appartiennent pas. L'abnégation, c'est ce qu'il faudrait être. Tu vois, il faudrait devenir vraiment presque un sacrifice. Et toujours laisser passer son enfant avant soi. Un conseil à donner aux autres parents, c'est de prendre sur soi et de se la fermer. Et il y a un vieux dicton qui dit « Apprends-leur à parler, ils t'apprendront à te taire ». Et c'est exactement ça, puisque je préfère me taire plutôt que d'être en conflit avec eux. En fait, tu sais, quand t'as un enfant, tu fais pas comme tu veux, tu fais comme tu peux. C'est là juste la nuance, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir que tout ce que t'as établi, rien ne se passera comme tu l'as voulu. C'est impossible. Et tout va s'effondrer, en fait. Donc, en fait, vaut mieux rien prévoir, parce que comme ça, au moins, tu seras pas déçu. Prends-le comme ça vient. J'aurais l'impression que pour être bien, je sais pas comment dire, ce qui t'angoisse par rapport à tes adolescents, c'est est-ce qu'ils vont être, il me semble, est-ce qu'ils vont être bien préparés à la vie, est-ce qu'ils ont, tu vois, toutes les cartes, est-ce que tu leur as donné les armes pour, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à affronter le monde et est-ce que tu as donné tout ce que tu pouvais pour qu'ils le soient. Et en même temps, je me dis, comme on vit dans une période où il y a tellement de bouleversements du monde, ce que nous, en tant qu'adultes, on peut penser être nécessaire ou utile pour le monde qui vient, en fait, c'est pas forcément pertinent. Donc, finalement, ils inventeront des trucs, mais c'est pas forcément ce qu'on imagine qui serait utile, qui le sera effectivement. Parce que ce qui marchait il y a 40 ans, c'est pas dit que ça marche maintenant, quoi. Non, mais puis trop tôt, et puis je suis qui pour donner des conseils à d'autres parents, enfin... Être à l'écoute, essayer de pas trop juger, mais c'est facile à dire tant que ton gamin, tu le retrouves pas pendu dans sa chambre, tu vois ce que je veux dire. C'est d'être à l'écoute et surtout d'essayer de garder un lien quoi qu'il advienne. Enfin, savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Je crois que c'est ce que je dis à mes enfants, on sera toujours là. Savoir qu'ils peuvent compter sur leurs parents. On fait ce qu'on est, ce qu'on a, nos propres ressources, nos propres limites, mais que dans tous les cas, on est là, tu vois. On vous aimera toujours et on est là, quoi. C'est la pire des situations, on sera là. Je sais que c'est dur, que ça peut être même très dur. On le vit pas tous, mais pour certains, ça va être très très dur, mais que c'est une période nécessaire pour la construction
du futur adulte doit trouver son identité. Et pour trouver son identité, bon, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé de façon plus soft, plus douce de la trouver qu'en souvent s'opposant aux parents. D'être patient et de continuer à aimer, de ne pas gâcher la relation. Ça ne durera qu'un temps. Même si l'adolescent part dans des excès voire dangereux, d'addiction ou autre, c'est pas obligatoirement ce qu'il va devenir. Normalement, ce sera qu'un passage. Et si justement on veut pas que ça dure plus qu'un passage, il faut qu'en lui-même il sente qu'on continue quand même à l'aimer malgré le mauvais comportement. Qu'on n'accepte pas le comportement, on le tolère pas, mais qu'on fait une différence entre le comportement et la personne. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Il y aura des moments où on sera en pleurs, des moments où on sera découragé, des moments où on voudra partir, pas rentrer le soir, mais il faut quand même le faire, il faut quand même rentrer, il faut quand même envoyer de l'amour quand on a l'impression qu'on nous envoie de la haine ou qu'on nous envoie du mépris. Vraiment les prendre comme ils sont en fait, tout le temps. S'ils sont un peu contrariés, souvent c'est parce qu'ils sont pas bien. Ils sont pas bien dans leur corps, ça change, ils ont eu des réflexions dans la journée que nous on sait pas, on connaît pas, ils ont pas forcément envie de communiquer avec nous. Et souvent le temps apaise quand même. Si on dit rien, si on hurle pas à leurs réflexions, ils se rendent bien compte qu'ils ont été ou un peu trop loin, ou un peu désagréables, ou ils reviennent. Alors que si on réagit en force pour avoir le pouvoir, pour montrer qui décide, en fait c'est tellement bête. On est sur Terre très peu de temps, et ces petits trucs-là, j'ai pas envie que ça s'ancre en elle et qu'elle se rappelle de ça plus tard en fait. Je voudrais qu'elle se rappelle que je l'aimais tout le temps, de façon inconditionnelle. C'est vraiment ce que je voudrais. Alors c'est pas évident, Mon entrée dans l'adolescence s'est passée par effectivement une baisse générale des notes, du comportement, d'un seul coup, bavardage, oubli, enfin beaucoup moins sage, beaucoup moins appliqué. Puis c'est passé évidemment par la musique. D'un seul coup, moi la musique ça m'a retourné le cerveau, quoi. J'aimais beaucoup ça quand j'étais gamin déjà, mais la découverte des Beatles, ça m'a complètement, ça m'a retourné la tête, quoi. Quel genre d'adolescent j'étais? Joyeux, con, quoi. Enfin, je sais pas, joyeux, joyeux, insolent. Je me marrais, quoi. Je me marrais bien. Je pense que c'est un bon moment pour tenter les choses, quoi. Tenter les choses, tu sais pas, dis n'importe quoi, tu pètes des rétros dans la rue, tu trouves ça cool, tu vois. C'est complètement débile, mais bon, je sais pas, sur le moment, tu trouves ça cool. Tu chantes, tu têtes, tu te fais remarquer, tu fais beaucoup de bruit, tu parles fort. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais extrêmement autonome. C'est-à-dire que ma mère m'a laissé une indépendance mais totale. C'est-à-dire que je pouvais sortir du collège et faire ce que je voulais à la sortie du collège. Donc, j'étais pas un bon élève, mais je me suis vraiment éclaté avec mes potes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'aimait comme ça, de façon inconditionnelle. Et jamais, 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 elle m'a fait un reproche de toute ma vie, tu te rends compte ? De toute ma vie. Et pourtant, je me rappelle des moments où moi j'étais infecte par contre. Et donc j'étais une ado fiable, honnête. On pouvait toujours compter sur moi dans le sens où si je disais je rentrais à telle heure, je rentrais à telle heure. Tu vois, je faisais pas faux bon. Par contre, j'étais comme Anaïs où j'avais envie de faire peur quand on m'embêtait. Si ma mère m'embêtait, je claquais la porte et je lui disais je vais me suicider en hurlant. Voilà. Donc je jouais avec ça quand même. En sachant très bien qu'après derrière je mangeais un petit truc de chocolat et que ma mère pleurait derrière la porte, toutes les larmes de son corps. Une fois que j'avais pris justement le pouvoir, je savais qu'elle n'avait plus aucune force, qu'elle était toute faible, et ça allait mieux. Moi je sortais beaucoup, tant qu'on me laissait faire la fête avec mes amis, que mes amis pouvaient venir tout le temps dormir à la maison, ça allait quand même assez bien, en vrai. Moi je suis énormément sortie ado. Moi, j'ai pas été bonne élève, j'ai séché les cours, et j'ai pas été quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises, énormément. J'avais quand même toujours une limite, je suis quand même plutôt assez sage, mais j'avais beaucoup le souci quand même de faire moins sage, de pas être la petite blonde toute sage. Donc ça m'a quand même, pendant 2-3 ans, beaucoup occupée. J'ai grandi dans une famille aimante et aussi très classique quand même. J'ai eu besoin, je sais pas, à partir de mes 13-14 ans,
de vivre des choses assez transgressives, alors pas des choses délirantes, hein, mais bon, j'ai été attirée assez tôt quand même par le fait d'aller faire des trucs interdits, comme quitter le lieu de la colo où j'étais de nuit avec une copine plus âgée que moi, hein, c'était son idée à elle, pour aller piquer une bouteille d'alcool sous la caravane du camping d'à côté. Voilà, donc là je pense que je devais avoir pas plus que 13 ans, c'est parce qu'il n'est pas non plus si jeune que ça, mais je me demande si c'est des choses que j'aurais faites si j'avais grandi dans un milieu moins classique. Voilà, c'est la question que je me pose. J'ai pas le souvenir d'avoir trop revendiqué de choses ouvertement. En fait, souvent c'était des trucs sur lesquels j'étais prise en flagrant délit d'être en train de transgresser un truc, ou d'être en train de faire le mur, ou d'être en train de piquer un truc, mais je venais pas confronter l'autorité ouvertement, en fait, j'ai l'impression. Très, à la fois transgressive et très, très respectueuse aussi, finalement, d'un certain ordre établi. Je pense que j'étais quand même très jeune fille bien élevée, et voilà, aux yeux de tous, officiellement en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait en sorte d'être bonne élève, voilà. Moi, j'ai eu une éducation très stricte. Moi, je suis des années 70, donc je suis de 74. Donc, du coup, mes parents, ils sont arrivés très tôt en France. Donc, du coup, c'était, voilà, en tant qu'immigré, il fallait surtout pas se faire remarquer. Et surtout étudier, parce que mon père n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Ouais, il est né dans les années 40. Donc, du coup, voilà. Et il fallait aussi lui prouver que on pouvait réussir. Toujours. Et je me souviens pas, des fois j'en parle avec mes parents, j'en parle avec ma mère, je parle avec mon père, et j'ai pas de souvenir que je les ai faits. Un petit peu, enfin, non. On avait la liberté de s'exprimer, de parler. Et surtout la discrétion, c'était très important, et le respect de l'autre. Ça, c'était la priorité de mon père et de ma mère, respecter l'autre. Et surtout s'intégrer totalement. Et que quand on était à la maison, c'était à la maison, et quand on était à l'extérieur, c'était à l'extérieur. Il fallait faire la part des choses. Faut marcher droit, tout simplement. Après, c'est que moi, je suis pas représentative, hein. J'ai fait les choses vachement tard. Moi, à 15 ans, j'étais encore avec mes parents, et j'avais pas la fête du 14 juillet sur la place du machin. Mes parents avaient horreur de ça. Ils nous laissaient pas y aller. Je sais que c'est mon gros travail à faire pour leur laisser plus de marge de manœuvre, tu vois. Une ou deux fois, j'ai fait le mur. Je peux te dire que quand j'ai vu mon frère arriver en caleçon à la fête, j'ai bien compris et qu'il était envoyé par mon père, j'ai bien compris que moi, j'allais passer un sale quart d'heure, quoi. Ouais, enfin, ils étaient pas durs, mes parents, mais ouais, ils étaient derrière moi. Il y a un proverbe qui dit le jour où on se rend compte que ses parents avaient raison, on a un enfant qui pense qu'on a tort. Et moi, c'est vrai qu'après, je me dis que mes parents avaient raison de pousser à réussir à l'école, etc., d'être sévères des fois avec moi, sans trop de violence. Mais bon, comme dans une société traditionnelle, on peut recevoir des coups des fois sans... Mais voilà. Mais je pense qu'ils ont plus de chance que moi. Moi, j'ai eu une mère extrêmement dominatrice. Il fallait écouter ses larmes pendant des heures, lui remonter le moral. J'étais son esclave, en fait. Moi et ma sœur, on était toutes les deux les esclaves de ma mère. Donc, on était dévoués à l'existence de ma mère, qui était une victime de la société, des hommes, tout ça, machin. Ma mère militaire, qui donnait des coups de pied, des coups de poing dans la lumière le matin pour nous lever à 6 heures, en hurlant debout là-dedans. Donc, tu vois, j'ai été éduquée à la violence perpétuelle, à me faire engueuler tous les jours. C'est pour ça que je supporte absolument pas les cris. Donc, nous, notre adolescence, moi en particulier, ça a été en douce. J'ai fait quelques crises d'hystérie, j'en ai peut-être fait 2. À l'adolescence, peut-être 3 au grand maximum. Je pense pas avoir été plus que ça avec ma mère. J'ai surtout pris sur moi, et en fait, je faisais tout en douce. Dès que ma mère tournait le dos, je faisais mes conneries. J'étais une ado très rebelle. J'étais bonne élève, comme Héloïse, jusqu'à à peu près en 3e. J'avais des parents très sévères. Et en fait, moi, ce qui a été compliqué, c'est que je me suis rebellée et que mon père est mort brutalement. Quand je venais d'avoir 15 ans. Du coup, ma rébellion, je l'ai ravalée bien au fond de moi-même, puisque je me suis retrouvée du jour au lendemain avec ma mère, qui était devenue veuve. Et du coup, toute cette rébellion, je l'ai remisée quelque part,
Et je me suis dit, maintenant, mon rôle, c'est d'aider ma mère. Puis mon frère, il avait beaucoup de problèmes. Donc de rebelle, je suis devenue un peu le pilier de la famille. Et j'ai fait des études. Et c'est par les études que j'ai pu trouver une certaine satisfaction et une bonne image de moi-même. Et aussi oublier, en fait, quand on travaille, on a la tête occupée. Je me suis plongée dans les études pendant une bonne dizaine d'années pour oublier tout ça. J'étais un ado arrogant, assez méprisant, pas sociable du tout. J'avais un ami, c'est tout. Et avec cet ami-là, on méprisait le reste du monde. C'était pas une période que j'ai aimée. J'ai pas aimé le lycée. Je m'aimais pas physiquement, j'étais pas souriant, mais j'embêtais personne. Mes parents savaient pas le mal-être que je pouvais vivre. Oui, j'avais des tendances suicidaires aussi. J'ai jamais essayé de passer à l'acte. Tout était dans la tête. En bon littéraire, ça suffisait. J'étais une fille unique, j'étais sage, enfin je voyais pas l'occasion déroger aux règles parce que j'étais très solitaire. Mon grand regret, mais j'étais pas dans une bande, j'étais une enfant, une adolescente réfléchie, solitaire, mélancolique, enfin, comme tout le monde, mal dans ma peau. J'ai cherché une solution en partant loin. J'ai voulu rompre radicalement en partant aux États-Unis en disant à mes parents que j'aimerais bien y aller, j'avais envie d'y aller un été pour perfectionner mon anglais en sachant très bien qu'une fois là-bas, et c'est ce que j'ai fait, j'allais dire je vais rester. Ils ont été d'accord à condition que j'aille au lycée. J'ai cherché une famille, une autre, je pouvais pas rester avec la même. Et je suis restée un peu plus d'1 an en vivant comme ça à l'américaine et en voulant renaître. Alors évidemment, c'était un peu une illusion. J'ai pratiqué ça comme ça, et puis avec des... Bon, moi, ça a été boulimie, anorexie, enfin, je t'en passe des meilleurs. Des violences sur moi-même, où les États-Unis n'ont rien résolu, évidemment. C'est une période que je ne revivrai pour rien au monde. Je pense que mon adolescence, elle s'est terminée aussi assez tardivement, bien après 20 ans. Je pense qu'il a fallu que, affectivement, je m'équilibre, dans ma vie personnelle. C'est ça qui m'a aidée, je pense. Vous avez écouté Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré. Je souhaite ici remercier chaleureusement les 20 personnes qui ont bien voulu participer à ces entretiens et m'offrir un peu de leur expérience. Merci d'avoir accepté que j'utilise vos voix et que je les partage. Sans elles, ce podcast n'existerait pas. Enfin, merci à Pauline et Sébastien pour leur aide et leur inconditionnel soutien.